2027 à travers une élection primaire dont nous allons parler évidemment. François, je me permets de te tutoyer. Tu as donné une interview à Libération parue hier dans laquelle tu as annoncé cette volonté d'organiser une primaire geyser de... Donc là, ça y est les gens, ils sont en mode campagne pour la primaire, ils sont en train de le refaire. Il y a eu l'appel de Casté qui était genre « Ah, peut-être une primaire, peut-être pas, on ne sait pas ». Encore une fois, j'ai pré-shot toute la séquence politique actuelle. On a fait une vidéo pour expliquer qu'ils allaient faire ça. C'était une catastrophe. Pourquoi ça n'a pas marché en 2022? Donc là, on va juste étudier la nouvelle campagne de la semaine. Libération, plus Ruffin, plus Jean Massier, plus les médias mainstream, France Info et tout. C'est incroyable. Ce qui est marrant là-dedans, c'est que vous prenez la vidéo épisode 4 sur 2022 et c'est les mêmes personnes. Genre Jean Massier a un gros rôle dans cette vidéo. J'ai expliqué tout ce qu'il a fait en 2022. Les médias mainstream ont un énorme rôle dans la légitimation d'une primaire et ils sont en train de le refaire. Le PS dans la vidéo. Enfin, vraiment, vous avez, genre, c'est le niveau de pré-shot des faits qui se déroulent sous nos yeux, c'est quand même quelque chose, hein. Poutou à Hollande, ça surprend. Il y a quand même beaucoup d'éléments là-dedans. Qu'est-ce que tu appelles une primaire geyser? Il y a une question qui est la question du départage, mais il y a une question qui m'est beaucoup plus chère, c'est celle du débordement. C'est-à-dire comment on fait pour retrouver des gens par millions? On est dans un temps où le pays est dans l'apathie, dans la résignation, dans l'abattement, dans le découragement, et c'est encore pire à gauche. Et il y a une constante dans mon parcours, c'est de chercher le chemin, la source, avec mon bâton, qui va nous permettre de faire surgir de l'énergie dans le pays. Quand je fais Merci Patron et Nuit debout, au moment de la loi travail, c'est pour faire surgir de l'énergie. Est-ce que c'est la vidéo légendaire? Est-ce que c'est celle-là? Les images exclusives, Ruffin en train de sourcer de l'espoir pour la gauche à l'aide de son bâton de sourcier. Cette drôle de danse un peu indienne, Pierre l'accomplit à chaque fois qu'il cherche une source. Je suis désolé. Là, ça se tient. C'est le meilleur contenu. On pourrait penser que c'est vous qui l'a relevé. Avec l'effort. En fait, ce que Ruffin fait sur Backseat, c'est qu'il parle à la ruralité. Le problème, c'est que la gauche parle pas à la ruralité. Il y a que Ruffin qui lui parle en allant sur Backseat. Et quand on fait la fête à Macron, et bon, il y a derrière, il y a... Mul, je te rappelle que j'ai un clip où tu admets y croire. Balance le clip. Clip already didn't happen. Tellement le mouvement des Gilets jaunes, ça fait surgir de l'énergie dans le pays. Quand le 9 juin au soir, il y a, au moment de la dissolution, on dit Front populaire, c'est dans l'espoir, comme on jette une bouteille à la mer, de faire surgir de l'énergie dans le pays, qui va faire pression sur les partis et qui contraindra à l'union. Donc juste, les gens, un petit rappel quand même, hein, au cas où vous êtes vivez sous un rocher depuis 1 an, 2 ans. Ruffin est un traître. Ruffin a trahi la gauche sur diverses positions de gauche en cédant complètement à la droite. Donc déjà, sur le RSA, quand Macron a commencé à proposer sa loi de RSA travail forcé, qui maintenant est rentrée en vigueur, Ruffin a commencé à avoir une rhétorique, mais attendez, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'assisté dans ce pays. Tout le monde connaît quelqu'un, tout le monde a une anecdote d'un proche qui, en effet, est un assisté parce qu'il touche des aides. Il a dit, on ne convaincra pas les gens de défendre les personnes au RSA, de défendre ce droit, on ne peut pas les convaincre, l'extrême droite est trop convaincante là-dessus, et donc on va même pas faire... Genre, il l'a dit, et ça c'était genre il y a 2 ans, hein, c'était un moment qui commençait à être désastreux là-dessus. Deuxièmement, quand à un moment il y a eu une prise de parole de la France Insoumise de Mélenchon, Mélenchon arrive, il y a un plan où il arrive sur scène, il y a Rima Hassan et une autre personne de LFI à ses côtés, je pense peut-être dans le moment des européennes. François Ruffin a écrit noir sur blanc. Est-ce que quelqu'un a le texte, le livre de Ruffin? Ah voilà, il est là, merci beaucoup. Basé de fou le chat. Après l'annonce des résultats du 2e tour plaçant le NFP en tête, JLM prononce un discours. À ses côtés, il y avait Kerbra, Pano, Obono, Abomangoli, Bompard, Omarji. Mais c'est Rima Hassan et son kéfier qui retiennent l'attention de Ruffin. Je fais les 100 pas dans la cour, devant 50 caméras, tous les médias. J'ai envie de pousser une gueulante, une tonitruante. Alexis et Emma me calment. Et voilà que, à 20h15, Jean-Luc Mélenchon apparaît, avec à ses côtés Rima Hassan et son kéfier palestinien. Oui, mais lui, la personnalité de gauche la plus détestée du pays, à ce moment-ci, pour nous rendre service, il devrait se cacher, se taire, partir en voyage sur Mars. Non, il faut qu'il s'affiche le premier, qu'il incarne le nouveau Front populaire, qu'il en soit le croque-mitaine. Et pour nous dire quoi? Celui qui vote pour nous, c'est pour notre programme, tout notre programme sans ambiguïté, pour faire fuir l'électorat modéré. Il n'y a pas meilleure idée. C'est un gros fuck qui nous envoie. Donc, on sait pas du tout pourquoi il parle de Rima Hassan et son kéfier palestinien. Est-ce qu'il y a un rapport entre ça et le gros fuck que Mélenchon envoie? On dirait que oui, mais genre Ruffin n'a même pas les couilles de dire clairement sa take désastreuse.
Enfin bon, de toute façon, on la connaît, sa tech désastreuse, puisque sa tech désastreuse, elle est là, sous nos yeux. Hein. Je considère que... est-ce qu'il va y avoir une extermination des Palestiniens? Non, c'est pas ça le sujet. Elle est en cours. Non, en revanche, ce qu'il y a, c'est une volonté de destruction de la société palestinienne, de destruction de sa culture. Et du peuple aussi. De destruction de son peuple en le faisant éclater en différents lieux. Il y a une volonté non pas d'extermination. Le génocide, pour moi, ça signifie l'extermination de tous les habitants. Heureusement, on n'en est pas là. Tout ça relève... Toutes les grandes institutions parlent aujourd'hui d'un risque de génocide. Ils disent qu'il y a une possibilité de génocide. Oui. Même Dominique de Villepin en parle. Ouais, je pense que le sujet, c'est pas dans la sémantique. D'accord? Je pense que... MDR, bref. Ce qui est fou, c'est que vraiment sur Gaza, tu vois, avec le recul que genre... Tu vois à quel point toutes les personnes qui expliquaient correctement la situation jour 1 et l'énorme responsabilité qu'a Israël dans la situation systémique dans la bande de Gaza, on avait raison en fait. On avait raison puissance 10 000. Et il y a des gens, ça leur prend 2 ans pour se rendre compte que, ah bah ouais en fait. Ah oui en fait, un massacre de masse de femmes, d'hommes, d'enfants, avec comme seul argument désastreux pour les défendre, bah non mais en fait les terroristes ils utilisent comme des boucliers humains, donc c'est pour ça qu'on massacre par dizaines de milliers des civils. Ah ouais, en fait, c'était pas justifié. En fait, ah oui, Israël, c'est un État colonialiste qui met en place une apartheid, suprémaciste et raciste, et commet un nettoyage ethnique depuis des décennies, et là, passe au prochain niveau pour faire un génocide depuis 2 ans. Ah oui, ça vous prend 2 ans de génocide en cours pour comprendre qu'en fait, il y avait un problème. Voilà comment je fais de l'intox sur Ruffin pour défendre Merluche, ok. Juste montrer des vidéos de ses prises de position. C'est, est-ce que tu peux remontrer ce qu'il disait sur le RSA? Ouais, si tu veux. On peut faire la liste, les gens. On peut faire la liste des takes politiques désastreuses de Ruffin depuis 3 ans, si vous voulez. Hein. Je comprends pas trop le focus sur le terme en lui-même. Non, moi non plus. Je comprends pas pourquoi Ruffin met un focus sur contredire le terme génocide. Je sais pas pourquoi il fait ça. Et je sais pas pourquoi il a un problème avec le fait que Rima Hassan apparaisse à côté de Mélenchon avec son kéfier palestinien. Et il trouve que c'est Mélenchon qui fait un gros fuck aux électeurs que de faire ça. Ouais, non, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il était pas à la marche contre l'islamophobie. Un truc qu'on comprend pas. François Ruffin, sur le RSA sous condition. Vous critiquez la gauche qui est rentrée dans le piège de Macron, dites-vous. On a sauté dessus directement à pieds joints en disant « Oh là là, c'est du travail forcé, c'est l'esclavage, etc. » alors que les Français sont pour le RSA sous condition. On a commencé à avoir des takes un peu bizarres. Macron envisage de mettre le RSA sous condition. C'est comme un piège qu'il nous tend. Nous sautons dedans à pieds joints, protestant contre. Macron envisage de mettre le RSA sous condition. C'est comme un piège qu'il nous tend. Nous sautons dedans à pieds joints, protestant contre le servage et sur les réseaux sociaux, l'esclavage. Ce piège va se refermer sur nous, avec les mâchoires d'une opinion qui plébiscite déjà cette mesure. Il a dit ça dans son livre donc, je vous écris du front de la Somme, que c'était un piège. Le drip, est-ce qu'on en parle? Bon, les gens, est-ce que je défends ce drip là? Je suis pas sûr de défendre en vrai ce drip. Bref. Il dit, c'est comme un piège qui nous tend, nous sautons dedans à pieds joints, protestant contre l'esclavage, etc. Donc il se dit en fait, ça va être impopulaire de défendre le droit au RSA, donc il faut céder à Macron parce qu'en fait, ce qui compte c'est être populaire. Mais c'est la même position qu'il a sur plein de trucs, c'est se dire, on va abandonner une lutte progressiste parce que, de son point de vue, ça va trop provoquer de la réaction de la part de réactionnaires. Donc ce mec... Le premier jour du pouvoir, il abandonne ses luttes parce qu'il n'y a pas plus de 50% de la population qui les soutient à un instant T. Alors que justement, le but de la politique, c'est de faire en sorte que les électeurs adhèrent à ce que tu proposes politiquement. C'est de convaincre les gens, c'est de bouger les gens. Sur leur position, c'est pas de dire « Ah ben aujourd'hui... » Genre imagine si les gens qui militaient pour, je sais pas, les droits des homosexuels dans les années 70, imagine le raisonnement. Ah ouais mais c'est pas populaire. La plupart des gens sont ultra homophobes, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un piège de tenir aux côtés des personnes LGBT et lutter pour les droits des personnes LGBT. C'est un piège qui se referme sur nous de la part des réactionnaires parce que ils savent très bien que c'est pas populaire à l'instant T. Est-ce que c'est ça l'approche ou est-ce que l'approche c'est d'essayer de convaincre plus de 50% des gens que en fait l'homophobie n'a aucun sens, ça a aucun sens de limiter les droits des personnes LGBT. Genre c'est vraiment le renoncement politique, c'est la définition de presque toutes les mauvaises positions qu'il a, c'est à chaque fois des renoncements, il renonce, il cède à la droite. La gauche utilise principalement l'expression « travail forcé » pour qualifier cette réforme. A raison, hein, c'est techniquement ça, on force les gens à travailler sous menace de leur enlever leur revenu de survie. Selon lui, il faudrait pas critiquer la réforme de cette manière parce que la réforme serait populaire. Si les gens pensent majoritairement que les immigrés leur piquent leur boulot, Ruffin, tu vas arrêter de critiquer cette idée? On abandonne tout combat qui est pas déjà gagné alors. Ruffin a eu plusieurs takes similaires depuis quelques mois. Hein. Des réponses qui marchent pas.
la réponse d'attaque directe sur le Rassemblement national, ça marche pas parce qu'il y a aujourd'hui une affection pour la figure de Marine Le Pen. Une autre réponse qui marche pas, c'est de dire... Donc voilà, même argument. Il y a une affection pour Marine Le Pen et du coup on peut pas attaquer directement l'extrême droite. Il est complètement matrixé par ça. Il faut pas heurter trop l'extrême droite et c'est pour ça qu'il renonce sujet après sujet. Pareil sur le genre, il a dit s'il y a une loi pour proposer qu'on puisse changer son genre à l'état civil sans aucune barrière en gros, ce qui est évident, genre il faudrait absolument pouvoir changer son genre si on veut, sans une procédure de l'État pour vérifier que c'est bien ton genre ou je sais pas quelle connerie ils ont aujourd'hui quoi, ok. Il a dit si c'est pas populaire dans la population, je ne défendrai pas de changer la loi là-dessus, genre il a exactement le même truc. Sauf qu'à l'époque, il défendait un programme où il y avait dans le programme la loi, on va autoriser le changement de genre à l'état civil sans barrière. C'était proposé dans le programme L'Avenir en commun qui était censé défendre. Donc il s'était mis en opposition directe avec le programme qu'il a porté dans les élections, sur lequel il s'est fait élire d'ailleurs. J'avais pas du tout suivi cette période, c'est pire que ce que je croyais. Ouais, non mais pensez pas que les renoncements de Ruffin et la dérive à droite de Ruffin, c'est juste un truc des 6 derniers mois. Hein. Là, cette vidéo a 2 ans les gens. Nous, on l'avait vu depuis très loin, la trahison de Ruffin. Non, il n'y a pas d'assisté dans ce pays parce que les gens, ils connaissent très bien le fils de la belle-sœur dont ils savent combien ils touchent au RSA et qui se lèvent pas le matin. Attaquer l'extrême droite, ça marche pas, faut arrêter. Dire que les gens qui touchent des aides sont pas des assistés, ça marche pas. Désolé, les gens ne pensent pas que c'est vrai. Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est grave ce qu'il dit là ? L'obscurantisme est l'attitude visant à s'opposer à la diffusion des connaissances, notamment dans les classes populaires. Arrêter de défendre une idée parce que les gens ne pensent pas ça, c'est techniquement de l'obscurantisme, puisqu'on renonce à diffuser la position correcte. Je pense que ce terme est adapté pour qualifier un tas d'attitudes qu'on trouve actuellement. Enfin bref, bon, cette vidéo est sur d'autres sujets, mais j'avais fait une parenthèse sur l'obscurantisme des gens comme Ruffin. Ouais, la vidéo elle est non répertoriée parce que c'était sur l'autre chaîne. Ouais, il faut que je la republie sur la nouvelle chaîne, c'est vrai. Elle de le faire, c'est bien. Attends, Fausse, t'avais trouvé le... Est-ce que t'avais trouvé le clip? Oh non, c'est quoi ça? Oh, le lore de fou. Tu sais qu'il y a plein de livres qui ont été écrits dans l'histoire sur des mauvaises idées. Oui, mais aussi des bons. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui essayent de redéfendre ces idées qu'on a démontrées comme étant des mauvaises idées en disant en fait c'est une bonne idée, c'est juste que tu l'as pas assez compris, t'as pas assez lu. Les gens qui défendent par exemple les sourciers, la radiesthésie. Sourcier radiesthésiste depuis plus de 40 ans, Pierre a aussi exercé les métiers de paysagiste et terrassier. C'est quoi ça? Aujourd'hui retraité. Ces pseudosciences-là ont exactement ce genre d'argument en me disant non mais en fait c'est juste que tu comprends pas, tu t'es pas intéressé à la théorie, etc. C'est toujours les mêmes trucs qu'on retrouve dans des idéologies. Je sais même plus avec qui je débattais, c'était un débat avec qui ça? C'est quoi ce... Oh, les sujets de débat sont incroyables. Bah, moi, c'est la lecture qui m'a sauvé du surréalisme, en fait. Et la discussion, et l'étude... Peut-être qu'en fait, les sourciers ont réellement des pouvoirs magiques de trouver de l'eau et tout. C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est convaincant. C'est ça, le clip! Pierre, chaman des temps modernes, exerce un métier pratiqué depuis la plus haute antiquité. On pourrait penser que c'est vous qui l'a relevé. Oh, je suis désolé, pro de drip. Quand il fait sa petite démarche là, genre, qui peut rivaliser avec ça, quoi? On revient sur le sujet, des gens. Quoi? Ruffin dit des trucs problématiques? Ruffin a cédé à la droite? Non, ça n'a jamais eu lieu. C'est bon, maintenant, on peut arrêter de dire non, Ruffin, toujours basé. C'est bon, on peut arrêter le copium, on peut arrêter le déni. J'ai même pas tout dit. Genre, vous pouvez parler de... Quand il arrive sur un plateau, il dit Mélenchon, il dégoûte les blancs. Moi, quand je fais une campagne, j'ouvre la porte. Si c'est une personne blanche, je donne pas le tract Mélenchon. Surtout pas. Et si c'est une personne noire, par exemple, je donne la tête de Mélenchon. Alors, du coup, c'est quoi le sous-entendu? En fait, c'est le même sous-entendu que fait l'extrême droite. Mélenchon, la France insoumise, en fait, ils font de l'électoralisme pour les personnes non blanches. Ils défendent pas des positions pour améliorer le monde, par volonté de sortir du statu quo raciste. Ils prennent les positions qu'ils prennent pour satisfaire un certain électorat. Donc, c'est l'accusation de malhonnêteté et tout. Enfin, cette accusation, de toute façon, a un fond de racisme. Quand vous réfléchissez 2 secondes à ce que ça implique, en fait. Et il a renforcé ce narratif. Hein. C'était un désastre aux législatives 2024. Ce qu'il allait raconter après la campagne. Ok, voilà. Donc voilà pour le contexte avec Ruffin, parce que malheureusement, on va se taper du Ruffin pour cette campagne. En vrai, on est un petit peu déjà dans la campagne présidentielle 2027. Hein. Vous voyez que là, politiquement, en France, bon, bien sûr, il y a toutes les affaires Betaram, tout ça. Il y a les diversions d'extrême droite qui sont en train d'être mises en place, genre parler du frérisme musulman, l'entrisme, blablabla. Et en gros, l'autre sujet actuellement traité en France, c'est préparer 2027. En vrai, les municipales sont même pas vraiment un sujet. C'est moins un sujet, les municipales, que les présidentielles 2027, dans les médias mainstream.
suis vraiment dépité de l'absence de mouvements sociaux, cet état d'encéphalogramme plat en attendant la prochaine élection présidentielle, c'est tellement déprimant. Bah ouais, mais les syndicats, ils font rien. Les syndicats sont complètement passifs, on sait pas du tout ce qu'ils foutent. Parfois, la France Insoumise essaie de lancer des mouvements et ils sont genre... Moi, l'impression que j'en ai, c'est qu'ils sont éteints par les syndicats, qui sont en fait des sortes de faux syndicats, j'ai l'impression. En tout cas, ils sont dans la compromission avec le capital. C'est ce qu'on vous dit depuis des mois, hein. Faudrait recréer un nouveau syndicat. Hein. Allez voir les vidéos qu'on a fait sur le méta-syndicat. Enfin, un méta-syndicat. Est-ce que ton modèle, c'est la primaire victorieuse de 2011, celle qui a mené François Hollande au pouvoir? Je veux dire que c'est la seule primaire, à ma connaissance, qui a permis l'élection d'un président de la République. Donc, que va répondre Ruffin? Parce que Ruffin est quand même arrivé au devant de la scène aux côtés de Jean-Luc Mélenchon en 2017, affilié en tout cas à France Insoumise, du coup sur le rejet absolu de la politique de François Hollande. Je suis pas né avec un désir de primaire, tu vois. Ça m'a jamais fait rêver. Maintenant, la question que je pose, c'est quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour remettre des millions de personnes en mouvement vers un chemin d'espoir et peut-être de victoire? Je veux dire, on a aujourd'hui une gauche encore une fois, qui joue investissez en deuxième division. Oui, dans les gens. Investissez les syndicats, je suis d'accord. Rejoignez un syndicat, montez un syndicat. Les syndicats, de toute façon, c'est les travailleurs organisés. Donc, c'est vous, si vous êtes dans une entreprise et vous avez la possibilité de soit d'en rejoindre un existant ou d'en monter un, c'est une très bonne chose. Il faut qu'un maximum de gens soient syndiqués. Ce que je dis, c'est plutôt les gens qui ont les responsabilités ne lancent pas un mouvement. Je vous rappelle que techniquement, on est sur une usurpation de la démocratie française depuis les législatives 2024. On est dans un état normalement qui n'est pas acceptable d'avoir autre chose que la force qui a gagné les élections dans le gouvernement. Genre normalement il y avait une cohabitation, ça n'a pas été le cas. Je sais qu'on a tendance à oublier ce truc, mais en fait ce qui se passe là n'est pas normal. On n'est pas censé avoir Bayrou au pouvoir, même si les syndicats ont l'air complètement ok avec ça. Syndicats d'ailleurs dont la CGT par exemple avait fait partie du NFP. On partait du NFP, le NFP est en tête, le NFP n'est pas nommé et la place est volée par quelqu'un qui a fait genre 6%. La CGT ne fait rien. Tout va bien pour la CGT. Comment on fait pour qu'elle joue la Ligue des Champions et qu'elle puisse l'emporter? Et moi, je pose un chemin. Vous savez, c'est Roosevelt qui disait le pays... Les violences policières ont aussi sacrément mis un gros coup aux mouvements sociaux. Faut peut-être trouver un autre type de mobilisation. Les grèves, les gens. Nous, on a dit, il faut peut-être arrêter avec les marches, point A, point B, une grève massive. Là, on commence à parler de trucs un peu plus concrets. Il ne nous en voudra pas d'avoir échoué, mais il nous en voudra de ne pas avoir essayé. Je pense que là, il y a quelque chose à essayer. Pourquoi? Parce qu'il nous faut un chemin de réunion, on ne va pas se retrouver avec 5 candidatures. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent qu'une primaire, c'est une machine à perdre ou à choisir le plus mou, type François Hollande, bon exemple. Donc là, les gens, moi j'avais dit que la strate de Jean Massier, souvent pour défendre les primaires, c'est quand il présente des arguments, parce qu'il essaye de se revendiquer, genre moi je prends pas position, je lance le débat, je mets en circulation la parole et tout. Ok, mais sauf que quand il parle des arguments anti-primaires, il choisit spécifiquement les mauvais arguments. L'argument de ça donne forcément quelqu'un le plus mou, c'est pas un bon argument. Un bon argument, c'est plutôt, par exemple, l'échantillon de gens qui vont voter ne sont pas représentatifs de, entre guillemets, les électeurs de gauche. Et donc, ça pourrait donner quelqu'un qui n'est pas du tout la personne la plus populaire et donc qui n'est pas la plus apte à faire gagner la gauche. Ça, c'est l'argument central pour dire que les primaires, c'est pas une bonne idée. J'ai jamais entendu Jean Massier adresser cet argument, répondre à cet argument, opposer cet argument à quelqu'un qui défend une primaire, parce qu'en fait, Jean Massier est probablement favorable à une primaire, sans vraiment le dire à fond, mais bon. Il dit que ce serait une bonne idée d'avoir une pétition pour la primaire, donc bon, pourquoi il dirait ça? Exemple, et ça sert à rien de faire une primaire, on a déjà Jean-Luc comme candidat. Mais écoutez... C'est des critiques que j'entends beaucoup depuis que tu as annoncé ça. Tu vas en annoncer d'autres. Tous les obstacles, je vois les dizaines d'obstacles qu'il y a sur le chemin de cette primaire et sur le chemin d'une victoire de la gauche. D'abord, la question que je pose, c'est quoi d'autre? Quoi d'autre pour qu'il y ait des millions de personnes qui se saisissent de ça et qui fassent pression sur les partis pour qu'on se réunisse? Et ensuite, il n'y a pas de loi de l'histoire comme quoi la primaire... Quoi d'autre? Juste se rassembler derrière la candidature qui a le plus de chances de passer au second tour et de gagner le second tour. Est-ce qu'une seule personne sur Backseat va juste dire ça? Je rappelle qu'on est 2 ans avant l'élection présidentielle. On ne sait pas du tout qui va se présenter, on ne connaît pas les noms des personnes. LFI, eux, ils ont dit publiquement, on présentera une candidature LFI. Et on souhaiterait que ce soit les candidatures uniques NFP, parce qu'on est pour l'union de la gauche. Mais vu qu'on est très largement la plus grosse force de la gauche, on propose du coup que ça soit nous. Ils ont fait 19,6 puis 22% aux 2 dernières élections présidentielles. Ils ont fait des super campagnes, ils ont des moyens de terrain. Enfin, il y a genre 14 000 arguments pour dire c'est logique qu'au sein du NFP, la candidature soit présentée par LFI. Ils n'ont pas dit la personne, d'accord? Tout le monde là va faire genre c'est Mélenchon forcément. On ne sait même pas. Genre Mélenchon récemment est passé sur un média, il a laissé entendre que ce serait peut-être pas lui. Et ça serait compréhensible que ce soit pas lui en vrai. Enfin, je sais pas s'il a envie de repartir là-dedans. Moi, je suis pas contre que ce soit lui, évidemment.
Pour moi, c'est mort entre RN et gauche. Les gens vont choisir RN. Le portefeuille est trop à droite pour la majorité. Alors, ça n'a aucun sens de dire ça. Le RN est contre l'augmentation du SMIC. Le RN veut baisser les impôts sur les plus riches. Ils sont pour supprimer l'ISF pour les gros multipropriétaires immobiliers, ce qui est un appauvrissement de l'État et ce qui bénéficie en aucun cas aux 99% des Français les moins riches, c'est-à-dire l'immense majorité. Je peux te prendre la réforme des retraites. Ils sont totalement OK avec repousser l'âge de départ à la retraite de 2 ans. Ils se sont moqués de tout le mouvement qui s'opposait à cette réforme. Sur toute la ligne, si toi tu penses que au portefeuille, si les gens ils pensent que à leur portefeuille, ils votent pour la gauche. En aucun cas, ils votent pour l'extrême droite. Ça n'a aucun sens. Il y a eu une initiative de la gauche pendant la période où l'inflation était la plus forte ces dernières années. Ils ont dit on va bloquer les prix parce que la moitié de l'inflation est causée par les grosses multinationales qui veulent juste faire plus de profit. D'accord, donc juste ils augmentent leurs prix pour faire des profits. Et la gauche a dit, bah venez, on bloque les prix, on les empêche de faire ça. Et aussi on met un impôt sur les super profits de l'inflation pour que cet argent il soit pas juste volé aux gens qui vont faire leurs courses au jour le jour, mais qu'il soit genre normalement réparti. L'extrême droite a voté contre, le RN a voté contre ces projets de loi-là. En quoi l'extrême droite est pro-pouvoir d'achat ? En quoi voter avec son portefeuille c'est voter RN ? C'est l'inverse absolu. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Répétez pas genre oui on va perdre parce que les gens pensent à leur portefeuille, c'est l'inverse. On va gagner parce que les gens pensent à leur portefeuille. La couche du plus mou. Benoît Hamon n'était pas le plus mou des candidats en 2016. François Fillon, dans un autre registre, n'était pas le plus mou des candidats à droite. Maintenant, je dis pas, je le dis, pour moi, il n'y a pas d'idéal de la primaire. Donc là, ils se branlent entre eux sur l'argument de « Ah, mais ça peut donner autre chose que le plus mou ». Ok, très bien. La situation historique particulière, c'est Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Aujourd'hui, ils sont donnés gagnants. Et à nouveau, on a un chemin qui amène pas à la gauche au deuxième tour. Et si jamais elle y est avec le candidat qui a fait le plus fort la dernière fois, c'est la garantie de la défaite. Faux. Donc les gens, là, il va falloir débunker les fausses informations de Ruffin, encore une fois. Mais ça tombe bien, il y a quelqu'un qui a fait une série documentaire sur ce sujet. Ruffin est un défaitiste. Il propage le défaitisme pour pas que la gauche gagne. Donc je rappelle juste un truc qui est important de savoir dans votre analyse politique. En 2022... c'était possible que Mélenchon gagne face à Macron au second tour. C'était pas du tout un truc impossible. Ruffin, là, vient de dire que c'est impossible en 2027. Déjà, premier point, on peut noter qu'en fait, c'était possible la dernière fois. Ce graphique-là, c'est un scénario hypothétique, d'accord ? C'est pas ce qui s'est passé, c'est pas des chiffres d'un truc qui s'est réellement passé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la façon dont les électeurs se sont reportés aux législatives de 2022. Les gens qui ont voté au premier tour aux législatives, donc tu votes pour ton député. Les gens qui ont voté pour les députés RN au premier tour, qui ensuite ont été confrontés à un second tour NUPES versus un macroniste, on a des données sur comment ils choisissent dans ces cas-là. Donc on peut estimer les comportements des électeurs dans des seconds tours hypothétiques qui n'ont pas eu lieu. Est-ce que vous suivez déjà ce que je dis ? À partir du principe que oui. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai dit, ok, imaginons qu'en fait, Mélenchon, il avait genre 1% de plus au premier tour, donc il passait devant Marine Le Pen, et le deuxième tour, c'était Mélenchon-Macron. Et tu reprends ces chiffres-là de report de voix, de comment les électeurs se comportent en général. J'ai fait d'autres petites hypothèses et tout est détaillé dans la vidéo, vous pouvez la voir. Et j'ai aussi fait l'hypothèse qu'il y a 13% des gens qui sont abstenus au premier tour qui sont allés voter Mélenchon au second tour. Et seulement 1% de ceux-là qui sont allés voter Macron et le reste qui reste abstentionniste. Ok, vous allez me dire, oui, ok, 13% des abstentionnistes qui se mobilisent dans l'entre-deux tours, c'est peut-être un peu ambitieux et tout. Ouais, ok, c'est peut-être ambitieux. Le fait est que je pense que ce scénario n'était pas impossible. Et en plus, on n'a jamais eu l'occasion de mettre le programme de Mélenchon au pouvoir en France, puisqu'il n'a jamais été au second tour. Donc de toute façon, on ne pouvait pas savoir, d'accord ? Ça dépend des électeurs, qui gagne les élections. Donc on ne peut pas savoir. Par contre, affirmer que c'est impossible que Mélenchon gagne au second tour, je sais pas d'où les gens sortent ça, mais c'est complètement faux. Genre littéralement, les gens sont matrixés dans un truc. Mélenchon peut pas faire plus de 50% des voix au second tour. C'est juste faux. Donc là, dans le scénario, il a fait 23% au premier tour, ok ? T'as les 10% de gens qui sont quand même allés voter dans ce scénario pour les petits candidats de gauche, qui sont une réserve de voix pour le second tour, qui peuvent très bien aller voter Mélenchon. Là, dans ce scénario, j'ai mis qu'ils vont voter Mélenchon à 80%. Ensuite, t'as une partie des gens qui votent RN au premier tour qui vont voter Mélenchon au second tour. Pas énormément non plus, moins d'un cinquième. Mais vu la taille de l'électorat, ça fait beaucoup de gens. Et après, t'as les abstentionnistes. Et t'as aussi genre... non, après, c'est tout. En vrai, t'as pas les gens qui votent autre chose au premier tour, ils votent pas Mélenchon au second. Donc voilà. Ce qui m'angoisse, au cas où ça serait au second tour, c'est que les abstentionnistes se réveillent à ce moment-là, mais ne puissent pas voter car pas inscrits. Ouais, absolument. C'est pour ça que c'est hyper important d'ici les prochaines élections d'inscrire un maximum de gens. Faire des campagnes de porte-à-porte, d'information... Parlez à vos proches qui sont pas inscrits. Moi, les gens, ma mère n'a pas sa nationalité française.
Donc moi, mon petit objectif à moi, personnellement, avant les prochaines présidentielles, c'est de convaincre ma mère de faire la procédure pour avoir la nationalité, pour pouvoir voter, pour être sur la liste et pour qu'elle puisse ajouter une voix. Et il faut que vous fassiez la même chose avec les gens autour de vous. Mélenchon ne gagnera pas si jamais il va pas chercher une partie des électeurs prolétaires qui sont perdus au RN. Ruffin a raison. Alors, désolé, mais c'est malhonnête. C'est parce que Ruffin dit. Ruffin a dit, si c'est Mélenchon qui se présente en 2027 et il passe au second tour, il peut pas gagner le second tour. Et ça, Ruffin l'invente complètement et c'est une forme de défaitisme que Ruffin utilise pour ses propres intérêts politiques à lui, qui sont sa propre campagne, sa propre personne. Apparemment, hein, j'arrive pas à expliquer son comportement autrement que par son intérêt personnel à ce stade. Hein. À ce stade, pour moi, Ruffin, c'est un carriériste, grifter comme les autres. Hein. Ce qui est triste parce qu'en 2017, j'avais pas du tout l'impression que c'était ça sa motivation pour être en politique. Oui, c'est la garantie de la défaite. Enfin, qui veut prendre le risque aujourd'hui? Je vous pose la question. Est-ce que vous voulez prendre le risque d'un deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon, contre Bruno Retailleau, Jordan Bardella ou Marine Le Pen? Tu parlais de... Mélenchon gagne. Dans ces 3 scénarios, Mélenchon gagne. C'est pas un risque en fait. Arrête de nous bullshiter, Ruffin. Mélenchon, Bardella! Il pense que c'est une défaite assurée pour Mélenchon. Mélenchon, Bardella. Mais ce mec est fou. Perso, je parie sur un second tour Bardella, Retailleau. Le dooming sera interdit dans le chat dorénavant. Débordement, ça peut marcher. Rêvons. Je te demande. Non, mais oui, rêvons. Enfin, si tu veux, François Ruffin face à eux, c'est un autre scénario. François Ruffin, c'est mieux ? Je dis pas François Ruffin, je dis quelqu'un qui est issu d'une primaire qui a rassemblé des millions de personnes, qui a des points d'appui dans le pays et qui apparaît comme étant plus central dans la gauche, plus rassembleur dans la gauche. Léa ? Vous parliez de primaire de sorte à faire pression sur les partis. Donc vous imaginez un dispositif qui s'organise hors parti, je suppose. Et après, j'aurai une deuxième question dans la foulée, s'il vous plaît. Vous savez, à l'intérieur de chaque parti de gauche aujourd'hui, je pense que t'es d'élu, par contre, Bardella, Mélenchon, c'est très risqué. Mélenchon / random macroniste, genre Attal, Méluche gagne. Bah, faites le même scénario que j'ai fait moi, allez voir les chiffres de report de voix des législatives, prenez même les dernières législatives pour que ce soit plus mis à jour, et dites-moi le scénario de second tour, Mélenchon-Bardella, qui gagne. Vous travaillez pas en fait, vous dites des trucs comme ça, vous avez l'impression que c'est basé... Encore une fois, j'en peux plus de faire des scénarios où on part du principe que c'est Mélenchon parce qu'on n'en sait rien, mais si vous voulez, on rentre là-dedans. Il y a un débat d'entre-deux tours, il y aura un débat Mélenchon-Bardella. C'est le moment où les Français s'intéressent le plus à la vie politique, c'est dans l'entre-deux tours présidentiel. Genre 30% des Français se décident le matin même en allant à leur bureau de vote ou carrément dans l'isoloir pour beaucoup d'entre eux. Évidemment, Bardella va se faire complètement ridiculiser parce qu'il a absolument rien à proposer à part mentir aux Français. Ce mec est juste un larbin des milliardaires, d'accord ? Il va se faire démonter dans ce débat, peu importe qui est en face d'ailleurs, comme Le Pen s'est fait démonter 2 fois déjà. Et tant que c'est quelqu'un de la gauche de rupture en face, genre ça sera des millions de voix rapportées juste sur cette opération de communication, sur ce débat qui sera regardé par genre 20 millions de personnes. Entre 10 et 20 millions de personnes vont regarder ce débat. Bardella se fait défoncer rhétoriquement par des influenceuses dont c'est même pas le métier de se focaliser sur la politique. Sur le plateau de TPMP, dans un environnement qui est favorable à lui, il se fait défoncer. Arrêtez les gens, vous venez me dire à moi que je suis d'élu, c'est incroyable. J'y crois absolument pas à un débat second tour avec Mélenchon, ils feront tout pour esquiver. La CIA qui essaie de m'interrompre à travers un sabotage de ma lumière. Ils vont esquiver le débat de second tour, bah très bien. Qu'ils esquivent le débat de second tour, ça les fera apparaître comme extrêmement faibles et ça donnera un argument dans la dernière ligne droite de la campagne à la gauche. Vous êtes des lâches, les Français peuvent pas vous faire confiance. Vous n'êtes même pas capable de vous défendre comme le veut la tradition française de faire un débat d'entre-deux tours. Vous avez perdu d'avance ce second tour en fait. Mulch, tu prends les seconds tours NUPES RN ou LFI RN? Bah les deux. Pourquoi prendre 2022 et pas 2024? Parce que la vidéo parle d'un hypothétique second tour des présidentielles 2022. Dans ce contexte-là, c'était beaucoup plus logique de prendre les reports de voix des législatives 2022. Je viens de dire que vous pouvez faire le même calcul avec les législatives 2024 pour que ce soit plus à jour. N'hésite pas à écouter. Est-ce que des macronistes n'ont pas fait barrage en votant LFI contre RN en sachant que LFI ne pouvait pas accéder seul au pouvoir alors que le RN risquait, d'après les médias, d'avoir la majorité absolue? Tu veux dire NFP? Tu me demandes, est-ce que les macronistes ont pas voté NFP contre le RN en sachant que c'était impossible une majorité absolue NFP? Bah c'est faux, c'est possible une majorité absolue NFP si suffisamment de gens votent pour. Enfin, c'est incroyable de valider à ce point-là les mensonges des médias mainstream. Ça veut dire, selon les médias mainstream, le RN, lui, c'était possible d'avoir une majorité absolue, le NFP, c'était impossible. Bah vu que les médias le disent, c'est donc vrai. Bah non, les deux sont possibles. C'est pas les médias qui décident de comment les gens vont voter. Les gens peuvent donner une majorité absolue au NFP quand ils veulent. On peut pas prédire en avance que ça n'arrivera pas. C'est incroyable d'être autant matrixé par les médias et les sondages. Bon, c'est bon, j'ai assez débunké vos takes de merde dans le chat, là. C'est bon, on peut passer au React. Il y a des identitaires et il y a des unitaires.
Et il y a des gens qui peuvent être traversés par les deux, un désir d'identité de leur parti et un désir d'unité. Et il s'agit de s'appuyer sur les unitaires de chaque parti. Il y a des partis qui vont venir autour de, ça a été dit, de Lucie Castet, ce qu'elle organise. Il va y avoir du mouvement à gauche. D'accord, mais qui organise cette primaire ? Dans l'idéal, puisque Lucie Castet se propose comme étant notre première ministre putative permanente d'une part, et d'autre part étant un point de rassemblement, un point de convergence de la gauche, des clés peuvent être entre les mains de Lucie Castet. Ruffin est aussi une de ces personnes qui est extrêmement silencieux sur la trahison du PS, sur le refus du PS de voter la motion de censure de Bayrou. Vous avez entendu Ruffin faire des grosses communications sur quoi le PS doit absolument changer sa position. Bah non, il est avec Lucie Castet dans ce truc de on n'en parle pas. Organise la primaire, vous êtes candidat pour quel parti, quelle étiquette ? Est-ce que cette primaire, ça doit être un candidat par parti ? Je pense pas. Il peut y avoir du débordement. Et ensuite, moi, j'ai un autre sujet. C'est comment on répand les idées de gauche dans le pays. Aujourd'hui, on le voit sur le terrain médiatique, il n'y a pas une idée de gauche qui perce. Oh là là, oh le loser, oh le cuck. Il n'y a pas une idée de gauche qui perce, on a tout perdu. J'ai l'impression d'entendre Yann Brossa face à Lumi, genre c'est le même discours, le discours des perdants. On a perdu, il n'y a rien qui marche, on convainc personne, et du coup il faut une primaire, mais qu'est-ce que t'es en train de raconter, mec ? C'est à cause des gens comme toi que la gauche elle perd en fait, c'est à cause des losers qui croient pas du tout, qui sont convaincants pour la population. Si tu défendais correctement tes idées, si t'avais une once de colonne vertébrale dans ton corps, on n'en serait pas là en fait. En permanence. On reviendra après, si vous voulez bien, justement, sur les idées, sur le fond. On avait prévu toute une séquence là-dessus. Vous êtes presque moteur de cette union. Vous dites qu'il faut faire pression sur les partis, qu'il faut un candidat ou une candidate unique pour que la gauche puisse remporter. Et lorsqu'on vous pose la question frontalement, qui va remporter cette primaire, vous dites que c'est vous. Donc, d'une part, vous dites qu'il faut se reposer sur le choix des électoristes et du peuple de gauche, en quelque sorte. Attends, Ruffin indique que c'est lui qui allait remporter. Quoi ? Attends, donc il admet que c'est littéralement un scam ? Mais comment tu peux savoir en avance qui va gagner ? Vous nous laissez entendre que le game est plus ou moins plié. Moi, quand j'entends ça, je me dis c'est paradoxal, il y a une certaine forme de contradiction. Et du coup, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça dit de votre candidature ? Qu'est-ce que ça dit de votre méthode et de votre stratégie ? D'abord, ce que je dis dans le papier de Libération, c'est j'y vais pour l'emporter. D'accord ? Ce qui est traduit par je l'emporterai, et ma mère m'a écrit un message en disant mais c'est pas du tout toi François, voilà, parce que c'est pas du tout dans mon état d'esprit de donner les résultats à l'avance. Par contre, j'y vais pour l'emporter. J'y vais pour l'emporter ou je l'emporterai, c'est quasiment la même chose, pardonnez-moi. J'y vais pas pour perdre, ça vous surprend ? Ça vous surprend que je m'inscrive là-dedans et que j'y aille pour gagner ? Bah oui, j'y vais pour gagner. D'accord, je veux dire, donc 3 fois, déterminé. Quand je vais je me présente en candidature dans la Somme face à Rassemblement National qui à chaque fois... Ça serait incroyable s'il pouvait juste y avoir une question sur genre comment elle est organisée, est-ce que c'est par néo-vote, est-ce que c'est un vote en ligne ? Genre vraiment, je trouve que j'ai essayé de le mettre dans la vidéo, le sujet, j'ai essayé de faire en sorte qu'on parle un petit peu de genre comment elles sont organisées ces primaires, pourquoi c'est une boîte privée à but lucratif qui les organise, qui touche 750 000 €. Mais genre, le fait que ce sujet est pas du tout abordé, personne n'en parle quand on parle des primaires. Et à l'élection nationale, 10 points au-dessus de la gauche à l'élection d'avant, à chaque fois j'y vais pour gagner, j'y vais pour l'emporter, j'y vais pas pour perdre. Donc j'y vais pour gagner. Donc du coup, pour gagner, pour remporter cette primaire, dans cette perspective-là, c'est quoi votre stratégie ? C'est quoi votre méthode ? D'abord, il y a faire exister cette primaire. Et ensuite, il y a comment on réussit à déborder du cadre de la gauche classique et amener des gens à cette préélection, amener des gens ensuite à la vraie élection qui se reconnaissent plus dans la gauche depuis des années. Vous la définissez comment, la gauche classique ? Je dis qu'aujourd'hui, le métallo d'Arcelor... Baxit, c'est full CIA, j'en peux plus. Je dis qu'aujourd'hui, la femme de ménage d'Amianor, comme je suis marqué par les rimes, je dis que l'auxiliaire de vie qui se fatigue, je dis que le cariste de Martigues, ils n'ont pas comme point de repère automatique la gauche et qu'il faut aller les chercher. Cette gauche classique. Droite. Oui, et c'est pas seulement l'extrême droite, ça peut être l'abstention, ça peut être la résignation, mais ils sont plus là. Mais ça, c'est hyper facile à dire, Ruffin. Waouh, scoop, il faut que la gauche convainque les électeurs pour gagner. Waouh, d'accord, ok, mais ça sert à quoi de dire ça ? Comment tu les convaincs ? Est-ce que toi, t'es convaincant ? Tout le monde déteste le concept de primaire, personne n'en veut. Le mec convainc moins que la candidature LFI et il fait ce genre d'appel, quoi. C'est insupportable. Il vient de dire il faut une primaire à gauche, ça va aider les gens qui ne se sentent pas de gauche à voter à gauche. Non, c'est pas possible, j'ai pas compris parce que ça ne veut rien dire. Quel est le rapport entre les classes populaires, il y en a plein qui votent plus à gauche, qui sont dégoûtés de la politique, blablabla, et le fait de faire une primaire, il y a littéralement aucun rapport. Imagine, t'es abstentionniste, tu t'abstiens déjà dans les élections nationales. Moi, ça me concerne pas, j'en peux plus, tous pourris, blablabla. À quel moment tu vas voter dans la fucking
primaire de François Ruffin, de l'après, Olivier Legrain, Marine Tondelier, Lucie Casté. Genre, qu'est-ce que c'est que ce bordel? LFI ne veut pas aller chercher les prolétaires perdus au RN, source. Désolé, les fausses informations vont être supprimées du chat. Hein. Après, je pense que tu fais une erreur en prenant les scores des législatives, car en 2027, on vote pour un président. On vote pour le chef et non pour un parti. Pour Macron, j'ai des collègues qui sont allés voter pour lui parce qu'il est jeune, il n'avait pas jamais été élu. Tu surestimes l'investissement des gens, les gens ne lisent pas leur programme. Qu'est-ce que... Ok, mais du coup, explique-moi ce que tu tires de ça. Tu dis que je me trompe dans les... En fait, c'est pas possible que je fasse une erreur sur ces chiffres, parce que je suis pas en train de dire c'est ça qui se serait passé. Dans la vidéo, je dis c'est un des nombreux scénarios possibles, et vu qu'il est dans les scénarios possibles, c'est donc pas un scénario impossible. Les gens comprennent pas. Les gens arrivent et disent non, Mélenchon pouvait pas gagner au second tour, c'était impossible. Ils comprennent pas que pour le réfuter, il suffit de montrer que c'est possible. Genre, c'est... Le b.a.-ba de la logique n'est pas saisi. Je suis censé faire quoi quand les gens comprennent pas ça? Comment je gère ça? Gauche classique, donc la gauche que vous proposez, elle ressemble à quoi? Je ne me mets pas en opposition. Je dis il faut aller chercher... alternative, il faut aller chercher ceux qui nous manquent. Ceux qu'on a eus avec nous pendant des décennies et qu'on a perdus. Il faut aller les chercher. Ça veut dire qu'il faut parler aux femmes des ménages et leur dire « Avec nous, vos heures du matin, elles seront payées double. » Ce qui veut dire que l'entreprise, elle aura deux choix. Soit elle vous réintègre en journée, vous n'aurez plus à vous lever à 4 heures du matin. Soit, vous aurez une meilleure paye à la fin du mois. Ça, c'est de dire à l'auxiliaire de vie, avec nous, il y a une garantie d'avoir le SMIC au minimum, des salaires minimums que vous n'avez pas, avoir des heures... Pourquoi à chaque fois qu'ils sont rejetés par les électeurs et que tout le monde voit que c'est des traîtres et tout, ils reviennent sur le devant de la scène avec une proposition qui n'est genre dans aucun programme, qui a l'air progressiste mais qui est vraiment bizarre, payer double les heures du matin pour les femmes de ménage, genre c'est vraiment ça, c'est le programme de Ruffin? C'est trop bizarre en fait. Pourquoi pas juste vouloir augmenter le salaire minimum pour tous les travailleurs? Pourquoi faire des trucs spécifiques pour certains domaines? Du coup, c'est pas lui qui fait du clientélisme électoral pour certaines professions et tout? C'est pas ça du coup? C'est pas littéralement le truc dont il accuse Mélenchon H24? JLM peut pas gagner au second tour et les frères musulmans vont imposer la charia en France. Voilà le niveau de réflexion des gens face à la propagande des médias, le milliardaire. Je sais pas, enfin, que les gens comprennent pas que je suis pas en train de mentir en disant juste c'est possible. Ce niveau-là d'incompréhension, je vois pas ce que je peux faire, tu vois. Travaille dans les sondages, on a trop de mal pour les présidentielles car les gens mentent. On est obligé d'ajouter 10% au RN à chaque fois. Bah, faites pas ça peut-être. Venez, on fait une présidentielle où vous dites pas le RN va gagner, le RN va gagner pendant toute une campagne et on voit ce que ça donne. Ça serait intéressant. Horaire correct et pas des petits bouts de contrat le matin et le soir, et de parler de ces métiers-là. Et de parler des conditions de vie, d'existence des gens dans leur... Après, si tu travailles dans les sondages, moi ça m'intéresserait de parler avec toi. Si jamais tu veux passer en stream, faire une discussion, on peut carrément faire ça. N'hésite pas à me DM ou à me mettre sur Discord et tout. Perso, je suis pour interdire les sondages. Interdire les sondages, ça paraît être une bonne idée jusqu'au moment où tu réfléchis un petit peu et tu te dis, s'ils étaient interdits sur le territoire national, il y aurait des sondeurs étrangers qui sonderaient les Français au téléphone ou par Internet. Et donc, la population française aurait accès à des sondages. Ils ne seront pas faits par des sondeurs français, mais ils auront accès à des sondages sur les élections présidentielles. Donc, ils existeront de toute façon. Il y a un marché, tu vois. Même si tu essaies de les interdire, il y en aura. Et je préfère largement qu'il y en ait qui soient régulés par les pouvoirs publics français, comme c'est le cas aujourd'hui, que des random sondages, encore pires que ceux actuellement, qui sont faits par des trucs qui sont répertoriés à l'étranger et qui sont plus ou moins les mêmes instituts, mais juste avec encore moins de contrôle et encore moins de minimum. Parce qu'en France, les sondages sont autorisés par la commission des sondages seulement s'ils répondent aux critères. Tu dois avoir un minimum 1000 personnes, je pense. Peut-être que les critères sont pas assez bons, je suis d'accord avec ça. Tu peux interdire leur publicité sur des chaînes d'infos et des journaux? Pas vraiment, non. Non. Tu peux pas censurer. S'il y a des sondages qui existent, tu peux pas censurer les médias et les empêcher de parler de ça. Comment tu fais? Ça veut dire si moi sur Twitter je relaye un sondage, j'ai une amende? Comment ça marche? Pour résumer, c'est pire que du sourcing les sondages, mais bon, on gagne bien. Non mais en fait, il y aura des sondages. Donc venez, on essaie de faire des sondages les moins catastrophiques possibles. Moi, je sais pour qu'il y ait des nouveaux instituts de sondage qui sont plus transparents, qui interrogent encore plus de gens pour qu'il y ait moins de marge d'erreur. Et après, l'autre gros problème, c'est pas les sondages en soi, mais c'est l'interprétation que les gens font des sondages. Où les gens disent, vu qu'à 6 mois d'élection, les sondages disent ça, forcément les résultats vont ressembler à ça, alors qu'on n'en sait rien. En fait, j'ai l'impression dans 80% des cas, le problème c'est comment les gens interprètent les sondages. Aidés bien sûr par la propagande des médias mainstream qui tirent tout un tas de conclusions des sondages qui n'ont pas lieu d'être. Ils reviennent dans, normalement, le camp qui est le camp du travail, qui défend les salariés et qui est la gauche. Malek ?
Tu dis très souvent que toi, sur ta circonscription, battu 3 fois le Rassemblement national. Si on prend la dernière élection législative de l'année dernière, on peut dire que tu dois un peu ta survie au retrait des macronistes. Il y a une représentante des Jeunes avec Macron notamment qui je crois d'ailleurs contre l'avis de son parti au niveau national, s'est retirée. En quoi tu peux, toi, être justement le grand gagnant avec cette strate et justement avec ton passif sur son territoire? D'abord, je rappelle que sa stratégie de céder à l'extrême droite sur plein de sujets, de dire bah non c'est pas populaire parmi les gens qui votent RN donc je vais arrêter de défendre blablabla, même localement dans sa circo ça fonctionne pas du tout. Le mec perd du terrain face à l'extrême droite à chaque élection dans sa circo. Allez voir les résultats, c'est de plus en plus serré entre lui et les gens en face. Donc il est même pas en train de reprendre du terrain à l'extrême droite sur sa circo, c'est l'inverse. C'est incroyable les gens, c'est juste, tout est fake. Tous les propos, tout ce qu'il raconte dans ses livres et tout, c'est juste faux, ça ne fonctionne pas. Pour sa défense, il fait quand même bien mieux au législatif que la gauche à la présidentielle dans sa circo. Bah ouais, mais à quel prix? Visiblement, les gens dans sa circo ne sont pas en train de devenir moins réactionnaires. Grâce au travail de terrain de François Ruffin, son équipe, de turbo militants, je sais pas quoi, c'est pas en train de fonctionner puisque apparemment, présidentielle, tu viens de le dire, ils votent de plus en plus à l'extrême droite. Donc en fait, abandonner la lutte antiraciste, abandonner les luttes progressistes, ça ne fonctionne pas. Ça fait juste que les gens restent réactionnaires ou le deviennent de plus en plus. Ah, c'est bizarre, tu cèdes du terrain idéologiquement à la droite, et bah la droite gagne du terrain, c'est bizarre. Impossible qu'il y ait un rapport entre ces deux choses. La première fois, j'ai gagné en éliminant dès le premier tour de candidat du Rassemblement national, alors que celle qui sortait première à l'élection présidentielle dans ma circonscription, c'était Marine Le Pen. Et on a fait diviser son score par 2 en un mois. La deuxième élection, malheureusement, le candidat Raconi s'est tellement ramassé que ça a ouvert la voie à la candidature qu'on a fait 61-39. Alors que à l'élection présidentielle d'avant, à nouveau, c'était... C'est moi ou genre niveau articulation et tout, il s'est empiré Ruffin? Peut-être qu'il est fatigué ou quoi, mais genre, on comprend presque pas ce qu'il dit là. Est-ce qu'il peut gagner une primaire dans cet état-là? Marine Le Pen, qui sortait en tête et qui sortait majoritaire au deuxième tour. Donc, saluez ça quand même. Et l'an dernier, sans les macronistes, qu'est-ce qui se passe? Et l'an dernier, on a fait ce qui s'appelle un deuxième tour. Ça veut dire qu'il faut gagner le premier tour, il faut se qualifier au premier tour, mais oui, au deuxième tour, il faut que, à la place de faire fuir... Preuve de ce que je dis au lieu de me ban. Émission quotidien, oui, la fameuse phrase dont vous êtes obsédé, Mélenchon qui a dit « Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires, tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps ». Donc, quel est le rapport entre cette phrase que tu viens de dire et ce que tu prétendais juste avant? Tu as prétendu que LFI ne veut pas aller chercher les prolétaires perdus au RN. Donc, quel est le rapport en fait? Les quartiers populaires, c'est le prolétariat, non? Donc, parce qu'il dit il veut convaincre les quartiers populaires, en fait, ça veut dire qu'il veut pas convaincre les prolétaires qui votent RN actuellement? Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Cette phrase a été dite en manif à 2 gamins. Non mais les gens, cette phrase est basée en fait. Quel est le problème avec cette phrase? Vous savez très bien ce que cible Méluche dans ce propos, vous êtes hypocrite? Non. N'hésite pas à expliquer ce que toi tu lis dans cette phrase, vas-y. Et une colonne vertébrale 2 secondes dans ta vie. Dis ce que tu penses vraiment. Je vois dans cette phrase que Mélenchon veut séduire par des discours communautaires dans des quartiers populaires et que le reste il s'en tape, il racialise sa stratégie. T'as 0 source pour démontrer ça, donc t'es juste en train de projeter tout ce que t'as vendu les médias mainstream sur Mélenchon, sur la France Insoumise, etc. et d'inventer complètement un truc qui n'a jamais été dit. Il racialise sa stratégie, c'est incroyable. Hein. Tu te rends compte que c'est raciste? Qu'est-ce que ça veut dire, ils racialisent leur stratégie? Vraiment, réfléchis vraiment à ce que tu veux dire par là. Ça veut dire quoi? Quelle proposition politique, quelle idée avancée qui fait partie de cette racialisation de la stratégie? Il cible un électorat musulman et identitaire. Ok, cite un seul moment où quelqu'un de la France Insoumise a validé une position de la religion musulmane, un seul propos de l'identitarisme musulman qui a été véhiculé par quelqu'un de LFI ou Mélenchon. Vas-y, vocal au ban. Je t'offre l'opportunité de venir défendre en vocal ta position du chat. Mets-toi dans la salle d'attente si tu viens pour le vocal au ban, sinon t'es ban. LFI propose de faciliter le changement de genre pour les personnes trans. Je suis pas sûr que ça plaise aux musulmans conservateurs identitaires. Non, mais je veux savoir. Moi, les gens qui arrivent et qui affirment qu'il y a un ciblage spécifique des musulmans identitaires fait par LFI, comment vous le démontrez? Vous vous fondez sur quoi pour affirmer ça? C'est ouf quand même, hein. Vous êtes sur le seul stream progressiste sur Twitch où les gens peuvent juste venir monter, défendre leur point de vue de merde s'ils veulent, et je leur laisse la liberté d'expression. Et vous la saisissez pas, c'est dommage, hein. Les maires de ma circonscription, il y a un certain maire qui étaient des maires plutôt de droite, mais ils se disent, bah non, entre l'extrême droite et François Ruffin, malgré tout, on choisit François Ruffin parce qu'on choisit un républicain. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les séduire justement, ce centre? Il y a des compromissions quand même à faire, non? Il y a 0 compromission.
Je n'ai pas changé quel était mon propos sur le fait qu'il fallait que les salaires augmentent, qu'il fallait taxer les dividendes, qu'il fallait la fin des contrôles d'identité. Enfin, il y a eu 0 changement de proposition. En revanche, je l'ai dit et je l'ai expliqué. Ok, là, il est en train de mentir sur le fait qu'il a changé sur le fond. Il va falloir le débunker, non? Backseat, ou est-ce que vous voulez continuer à être genre une serpillière pour des politiciens manipulateurs? Je considère qu'il y a un ton qui est un ton d'épouvantail, qui fait fuir les gens, qui les effraie, et il y a un ton qui peut être plus conciliant et qui peut les attirer. Émilien? Est-ce qu'il y a un programme sur lequel on se met d'accord, comme le PS l'avait fait en 2012? C'est celui du NFP, c'est pas celui du NFP exactement, comment est-ce qu'on le renégocie? Donc finalement la question c'est, est-ce que c'est le groupe engagé pour cette primaire qui parle à tous les gens que vous évoquez, ou est-ce que c'est chaque candidate qui va elle-même faire ce travail de propagande? Je l'énonce dans l'entretien à Libération. Pour moi, il y a une base qui est le programme du Front Populaire. Il ne s'agit pas d'en faire une Bible, mais enfin, la base, elle est là, et les grandes orientations, elles sont là. Donc ne touche pas trop. Et ensuite, il peut y avoir des apports personnels, des idées originales, du débat qui est créé autour de ça. Voilà. Et je le redis, il y a quand même un enjeu aujourd'hui à comment on fait pour aller reparler au pays avec des idées de gauche. Parce que pour l'instant, on est dans l'entre-soi quand on en parle, ou dès qu'on va dans les médias, on est condamné à être sur... Le niveau d'hypocrisie. Tous les gens qui défendent une primaire sont les gens qui sont le plus dans l'entre-soi et dans la déconnexion. Le but, normalement, c'est d'aller convaincre la population, c'est d'aller sur les plateaux, faire des discours publics, faire des trucs qui motivent des millions de personnes à écouter ce que tu dis, ce que tu proposes, aller faire des porte-à-porte et tout. Qui fait ça le plus à gauche en France? La France insoumise. Ils font des meetings, là ils sont littéralement sur une tournée de la France. Il y a Mélenchon qui fait des meetings, je sais pas, genre 1 par semaine ou un truc comme ça, mais depuis des mois et des mois. Les salles sont remplies à travers toute la France, dans des petites villes, des petits villages, des villes moyennes, des villes plus grandes. Que fait Ruffin, Lucie Casset, etc. Ils font des réunions à Paris et c'est eux qui disent « vous êtes déconnectés les autres ». Incroyable. Le culot. Sur la défensive, je pense qu'on va y venir longuement ensuite, mais à venir parler des idées de Gabriel Attal ou de Bruno Retailleau. Eh bien, je pense qu'une primaire, c'est un temps où la famille se rassemble au moins pour débattre ensemble et aller débattre devant les gens partout dans le pays. Et c'est un chemin à retrouver. Est-ce que vous imaginez... Mais du coup, débattre, même cet argument-là, c'est un énorme contre son camp. La primaire, c'est un moment où on peut faire des débats politiques, opposer des idées. Ok, cool. C'est vrai, les débats politiques, opposer des idées, publiquement, ça fait que les gens réfléchissent, se posent des questions, c'est cool. Sauf que là, on parle d'un débat, du coup, au sein des forces du NFP. Donc pour remotiver les gens, pour les sortir du vote extrême droite, du vote macroniste, tu vas mettre en scène un débat entre, genre, Ruffin et Bompard. Et ça, ouais, ça va vraiment faire bouger les gens qui sont réacs, qui pensent qu'il y a un entrisme des frères musulmans et tout, ils vont vraiment être convaincus par le désaccord sur la démocratie interne à LFI entre Ruffin et Bompard. Ça, c'est vraiment des sujets qui mobilisent les Français. Ah bah non, en fait, les vrais débats de fond qui pourraient avoir cet effet, ce serait un débat droite versus gauche, extrême droite versus gauche. Ce serait des débats, en effet, qui pourraient avoir cet effet, mais pas des débats au sein du NFP. Ce mec est fou. La possibilité que, comme pour la primaire populaire en 2022, on puisse voter pour des candidats qui ne sont pas candidats, justement. Je pense que, enfin, je dis, à mon avis, les modalités doivent être le moins folkloriques possible. D'accord. Je souhaite que les candidats aient rassemblé 100 000 signatures. Ah oui, donc vous organisez la primaire, en gros, là. Vous avez des idées quand même relativement claires. Je propose. Okay. Il faut mettre des choses sur la table. Pas majoritaire. Vous arrivez pas les mains vides. Enfin, voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Attends, il faut que les candidats réunissent 100 000 soutiens avant de se présenter à la primaire? Attends, en vrai, c'est de plus en plus drôle, ce truc. En vrai, plus on creuse sur ce truc, plus ça devient marrant, je trouve. Des choses sur la table, les gens ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, on en discute, mais il y a quelque chose dont on peut discuter. Donc, qui est candidat? Les gens qui ont rassemblé 100 000 signatures de citoyens, qui ont rassemblé les signatures de 250 maires. Voilà, pourquoi? Pour que ça soit pas une primaire folklorique. Mais je redirais que faut retenir une leçon quand même de la primaire populaire. Malgré son... Le gars est déjà assez confiant pour avoir 100K signatures. Non, mais t'inquiète, ça sera sur un site néo-vote. Côté bricolé amateur, à la fin, il y a 500 000 électeurs. 500 000 500 000 participants à la primaire populaire, oui, effectivement. Et alors que, enfin, c'était difficile de faire. Et alors que, enfin, C'était difficile de faire. c'était difficile de faire. Attends, Ruffin est en train de valider, en train de dire la primaire populaire c'était une grosse victoire. Mais non. Attends, je rêve. Ah, j'aimerais bien aller retrouver. Est-ce que Ruffin a parlé de la primaire populaire après 2022? Qu'est-ce qu'il en disait à l'époque? 100 000 il était. Je me souviens pas du tout que Ruffin était pro primaire populaire à l'époque. Hein. Attendez, c'est incroyable. Côté bricolé amateur, à la fin, il y a 500 000 électeurs. 500 000 participants à la primaire populaire, oui, effectivement. Et alors que, enfin,
C'était difficile de faire plus, disons, contenu. Alors, je suis d'accord, 500 000, c'est assez impressionnant pour un truc organisé de bric et de broc. Ceci étant, on a vu le résultat, c'est-à-dire une candidate qui n'a pas eu les 500 signatures de maire. Et in fine, parce que j'en ai été... Attends, là, maintenant, Jean Massier, il dit, c'est un truc organisé de bric et de broc, mais lui, il disait à l'époque, la primaire populaire, ils ont dépassé LFI, donc ils ont maintenant plus de légitimité que LFI parce qu'ils ont plus de 400 000 inscrits pour leur vote, alors que LFI a moins de personnes qui ont validé la candidature de Mélenchon. Donc Jean Massier, maintenant, t'es d'accord que c'est un truc de briquet de broc, monté comme ça à l'arrache, je sais pas quoi? C'est incroyable. Chaque seconde qui passe, je vois des mouvements bancaires depuis le compte de la CIA. Communiqué qui appelle à voter Jean-Luc loin du... Imaginez, c'est ça qui arrive. Vous seriez pas très content quand même. Si jamais il y a des points d'appui dans les partis et qui vont arriver, et il y en aura, c'est pas si jamais il y aura. S'il y a déjà le maire de Montreuil, Patrice Bessac, qui a dit « moi je suis pour qu'il y ait une primaire », il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'ils sont pour une primaire, donc ça veut dire que les 500 000, on va largement les dépasser, on sera à 1 million, on sera à 2 millions de personnes. Moi, on part à une candidature à la présidentielle avec 2 millions dans une base de données, 2 millions de numéros de téléphone et 2 millions d'adresses mail, ça fait déjà un bon point de départ en termes de logistique. Il y a autre chose. Vous organisez, moi je suis pour une primaire physique, la primaire populaire. Donc je rappelle les gens, la primaire populaire, ils ont annoncé initialement, ils ont dit objectif 2 millions. Exactement pareil. Là, on prend le copier-coller 2022. À un moment, ils se sont rendus compte c'est impossible, ils ont baissé à 1 million. Et après, ils ont dit, regardez, on a 400 000, c'est incroyable, regardez, on a 300 000. Enfin, la barre a baissé au fur et à mesure que... Donc là, ça va être exactement pareil. Ils vont le survendre, le chiffre au départ, en disant, on aura 2 millions, c'est sûr, regardez. En réécrivant complètement l'histoire sur Primaire Populaire, on oublie les premières communications, on oublie que tout ça a été révisé à la baisse. Le gars a littéralement jamais parlé, ne serait-ce que du concept de primaire avant cette semaine. Ah ouais, Ruffin, il a jamais dit ça avant? C'était juste sur Internet. Maintenant, je pense qu'il faut toujours offrir aux gens... Mais il faut des moyens aussi financiers de les organiser quand même. Il faut une ambition. Et une ambition, c'est... L'argent, vous allez chercher. Je vous rappelle, les gens, que Olivier Legrain est quand même derrière toute cette initiative primaire 2027. Je rappelle, on a vu un article. Olivier Legrain a proposé le concept de primaire. C'est le mec qui a aussi fait le don de 400 000 € à la primaire populaire en 2022. Ça vient des mêmes gens, c'est la même initiative. Cette fois, il y a Ruffin, avant, il n'y avait pas Ruffin. Mais vous allez voir, ça va être les mêmes personnes. L'ambition, pour moi, c'est un bulletin de vote, un bureau de vote par canton. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a des endroits entiers où la gauche a disparu. Eh bien, au moins, les gens de gauche se rassemblent pour organiser ça et qu'on ait un bureau de vote physique par canton. Et vous retrouvez un maillage du territoire. Il faut voir de quel point on part. Tout ça ne se fera pas sans vous. En fait, l'enjeu pour moi, le seul enjeu, c'est comment je remets... Remarquez quand même que même les gens à Backseat ont zéro enthousiasme pour ce que propose Ruffin. Genre même eux n'y croient pas une seule seconde. Ça veut dire que là, ils sont tout seuls, ces gens. Tout le monde s'en fout. Qui sont là, les gens qui sont derrière leur écran, comment on leur redonne un peu la main? Les 2 millions, là, le mailing de 2 millions, c'est basé sur quoi? C'est sur... C'est un objectif. C'est un objectif, je dis. La primaire populaire a fait 500 000 de manière un peu bricolée. Enfin, il faut leur rendre hommage à la limite. Mais je pense que si on s'organise un peu plus en amont... Il faut leur rendre hommage. Non mais attends, mais là, il a juste reçu un chèque. Genre ça y est, Ruffin est pro-primaire populaire 2022 maintenant? Ah, c'est incroyable. Le mec a juste été acheté ouvertement. Oh, le niveau de trahison. On pose des dates et ainsi de suite, on peut arriver à 2 millions. Et moi, ma question, en fait, elle est permanente, c'est comment je remets les gens. Il y a 9 millions de personnes qui sont allées voter. Et le 7 juillet au soir, c'est terminé, c'est les 4 chefs de parti qui se réunissent et qui se mettent en accord-désaccord pendant 15 jours pour enfin aboutir à une première ministre. Et depuis ce temps-là, où est la voix des 9 millions de personnes? Elle a disparu. Il s'agit de... Bah non, c'est le PS qui a empêché qu'il y ait une motion de censure en fait. La voix des électeurs du NFP, normalement, mettait un gouvernement NFP en place. Pour faire ça, il fallait mettre la pression sur la Macronie, encore et encore, tant qu'ils nomment pas quelqu'un du NFP, notamment en censurant toutes leurs nominations de Premier ministre complètement illégitimes. Le PS a refusé, le PS a trahi, Ruffin invisibilise ça, Ruffin fait la propagande du PS pour qu'on oublie tous qu'ils ont trahi complètement le NFP. Trouver le chemin qui les remet dans le jeu. Et
on n'aurait jamais eu l'union l'an dernier quand même. Alors j'ai sauvé ma peau, mais c'est pas seulement moi qui ai sauvé ma peau entre guillemets, parce que vous savez, je peux avoir une vie, revenir à mon métier que j'adore de journaliste sans problème. Mais j'ai sauvé mon siège et surtout ça n'a pas été conquis par le Rassemblement national. Mais c'est le cas pour moi, c'est le cas pour plein de personnes dans le pays. Vous auriez une majorité Bardella dans l'hémicycle si il n'y avait pas eu cette union des forces de gauche de 9 juin. Pourquoi elle s'est produite ? Elle s'est pas produite parce que les partis l'ont bien voulu. Elle s'est produite parce qu'en 24 heures, il y a eu 400 000 personnes qui ont signé une pétition, parce qu'il y a eu des manifestations devant le siège des partis et que ça a mis une pression. Mais quand je dis Front populaire, c'est que je me souviens du Front populaire de 36, en 34. Comment il y a... Moi, je suis désolé, mais genre, c'est un faux dilemme. Hein. Ça s'est pas produit parce que les partis l'ont voulu, c'est produit parce qu'il y a eu une pression, une pétition, je sais pas quoi. Bah, non, de quoi ? Les deux, non ? Déjà, les pétitions MDR, le poids des pétitions, on sait très bien que c'est minime. Et deuxièmement, il y avait un intérêt commun de tous les partis de conserver leur siège, en fait. Le fait de présenter des candidatures séparées, tous en concurrence au sein du LFP, faisait perdre du siège à tous les partis. Donc ils avaient tous un intérêt ensemble, pour maintenir au maximum leur siège, de faire un accord national où ils se répartissent les circonscriptions. Pour qu'il y ait une seule candidature LFP par circonscription, négocier, etc. Ils ont un intérêt à ça. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Les partis ne voulaient pas le faire, mais il y a une pétition et donc ils l'ont fait. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Ils désinforment sur le fonctionnement de la politique. Premier chemin vers l'union, il y a un cortège place de la Nation avec des gens de la CGT, des gens de la CGTU, c'est-à-dire des socialistes d'un côté, des communistes de l'autre, et qui dans les deux cortèges se mettent à crier unité, unité, unité. Et c'est cette pression populaire qui amène à l'union. Oui, c'est parce qu'il y a des cortèges qui ont crié que ça s'est fait, bien sûr. Le souci, c'est pas que les chefs de parti répondent. Je vois des titres. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en branle dans le pays ? Alors, ça va plaire à Adèle que je dise mais en branle. Ouais, bon. Ça va beaucoup la faire marrer. Non, mais tu dis, et je comprends ton idée de dire il faut la primaire la plus large possible, évidemment, donc de Poutou à Hollande. Ok, moi j'en vois deux énormes absents de cette primaire d'entrée de jeu. C'est Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann. Est-ce que le but de cette primaire, c'est de choisir le troisième homme ? Glucksmann a dit qu'il participerait pas à une primaire, les gens. Vous savez, moi j'ai toujours été très clair et nous avons toujours été très clairs. Il n'y aura pas de candidature commune avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Donc je vois là toutes les invitations, Monsieur Ruffin, Madame Tondelier, les autres, qui disent une grande primaire pour organiser une candidature commune. Mais enfin, si nous ne pensons pas la même chose, si nous sommes en contradiction frontale sur l'Europe, sur la défense européenne, sur la géopolitique, sur le mix énergétique même, sur la manière même de faire de la politique, comment voulez-vous qu'on aille ensemble aux élections présidentielles ? Donc, en fait, vouloir taire ces différences. Et j'ai entendu qu'on dise... C'est vraiment un agent de la CIA qui sabote ses collègues pour avoir la promotion. Genre, c'est incroyable, le mec, il arrive, il dit « Mais non, la primaire, ça peut pas marcher, c'est la pire idée. » Et attendez, vous savez quoi ? Mais du coup, il faut qu'on contacte Gérard Filoche. Gérard Filoche nous a dit il y a une semaine, s'il y a 2 candidats, la gauche perd, il y aura le fascisme en France. Et bah très bien, du coup on a la garantie puisque apparemment il y aura une candidature LFI et il y aura une candidature Glucksmann puisqu'il va pas à la primaire. Selon Gérard Filoche, on a déjà perdu. Ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit dans les 2 années qui viennent puisqu'on a perdu. C'est fini. C'est pour ça que BPT il disait mais le raisonnement de s'il y a plusieurs candidats, la défaite elle est assurée, il faut pas le faire. Bah ouais, parce que genre littéralement une semaine après, on a la garantie que du coup il n'y aura pas un seul candidat. Glucksmann n'est pas de gauche. Je suis d'accord que Glucksmann n'est pas de gauche. Je pense que Gérard Filoche, quand il a dit ça, il a inclué Glucksmann dans cette liste-là. Faut avoir la vision et préparer la présidentielle 2032 MDR. Ouais, selon Filoche, là, maintenant, on remballe tout pour 2027. Maintenant, on prépare 2032. Désolé, c'est juste si je suis la logique du gars, je dois conclure ça. Le meilleur scénario, ça aurait été une primaire entre tous ces gens et Glucksmann qui gagne cette primaire, je pense. Mais du coup, ça va pas être ça, vu que Glucksmann, il veut pas aller à la primaire. C'est tellement un fiasco, ça va tellement être le même fiasco que d'habitude. Il n'y aura pas de candidature unique, tout simplement parce qu'il y a 2 offres politiques différentes et qui sont opposées. Penser que le programme de la France Insoumise et le programme de Place Publique sont solubles l'un dans l'autre, c'est ça qui méprise la démocratie. Et c'est ça qui dégoûte les gens des élections. Non, quand il y a 2 visions du monde qui sont différentes, la vérité c'est que les gens, ils doivent pouvoir se... Là, c'est juste Glucksmann qui est en train de vous dire en 4K, je suis de droite, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en vrai, cette vidéo, elle est basée parce que c'est juste Glucksmann qui arrive et qui dit et vous pensez qu'il y a un rapport entre le programme Place Publique et le programme de LFI ? C'est-à-dire le programme du NFP ? Vous pensez vraiment que Place Publique est d'accord politiquement avec le NFP ? Mais vous êtes d'élus. Nous, on n'est pas du tout de ce bord politique-là. Moi, je trouve que cet extrait est vraiment basé de la part de Glucksmann. Hein.
C'est juste Glucksmann qui arrive et qui dit je suis de droite, pourquoi vous pensez que je vais faire une candidature commune avec la gauche, vous êtes con. C'est hyper basé de le dire aussi clairement, hein, Glucksmann. Il le dit à côté de Rousseau qui a été dans le cabinet de Borne pendant la réforme des retraites. Voilà, c'est logique en fait. Ces gens sont des macronistes. On est à ce point-là. On verra comment les choses évoluent, selon qui se met dedans, selon quelle est la pression qui existe. Tu penses que Raphaël Glucksmann ou Jean-Luc Mélenchon peuvent ? Oui, je pense. Et ce type a été le candidat du PS dirigé par Faure qui essaie de faire croire qu'il défendait l'Union. Ah oui, non, mais bien sûr. Bien sûr que c'était full bullshit. Le PS est aligné sur les positions de Glucksmann. Comment ils pouvaient tolérer d'avoir quelqu'un de place publique comme tête de leur liste aux européennes ? C'est que politiquement, ils sont alignés là-dessus. Donc, ils sont pas d'accord sur le fond avec le programme du NFP. Donc, ils ont signé en mentant une proposition pour sauver leur siège, mais ils n'ont aucune intention de l'appliquer. D'ailleurs, ils n'ont pas censuré Bayrou. Donc, ouais, on a... Finalement, tout ça est assez logique. Bon. Est-ce que maintenant, le combat, c'est pas essayer de convaincre Glucksmann d'aller dans la primaire de l'après ? Est-ce qu'avec ma voix démocratique au sein de l'après, je devrais pas lutter pour ça, finalement ? Parce que si Glucksmann gagne ce truc-là, c'est juste genre Macron 2. Disons que Renaissance présente quelqu'un. En fait, c'est les macronistes qui vont être divisés entre Glucksmann et l'autre candidat Renaissance. Donc, eux, ils vont se gêner. L'extrême droite, ils vont présenter genre 400 candidats différents. Il y aura un candidat de gauche, du coup. En fait, c'est basé ça. Je pense que Raphaël Glucksmann, oui. Jean-Luc, ça sera plus compliqué. Voilà, bon. Oui. Moi, je dis la porte est ouverte, mais ça sera plus compliqué. On reprend le scénario de la primaire populaire. Vous vous retrouvez, admettons, fiction, moi j'aime bien ça, ça m'amuse pas mal. Vous vous retrouvez candidat de cette effervescence et de cette primaire de la gauche. Jean-Luc Mélenchon décide tout de même de se présenter. Vous sentez que finalement ce que vous portiez, à savoir l'union de la gauche, cesser la division, etc., est quand même en contradiction avec le fait de garder votre candidature. Est-ce que, comme Christiane Taubira, vous appelez à voter Mélenchon ? Bonne question. Est-ce qu'on va avoir une oui ou non ? Est-ce qu'il va y avoir... Non, mais la question est oui ou non ? Non. Est-ce qu'il va y avoir une candidature ? Waouh. Oh, c'était parfait. Oh, Léa Chamboncel. Oh, elle a fait le taf. Oui ou non ? Répondez par oui ou par non. C'est ça qu'il faut faire. Et du coup, il a admis non, je maintiendrai ma candidature jusqu'au bout pour empêcher que la gauche passe au second tour. Il a dit. Il est trop con. Du coup, il a instantanément perdu toute crédibilité en tant que quelqu'un de gauche, du coup, puisque si t'es de gauche, tu mets l'avenir du pays au-dessus de ta carrière politique à toi. Il n'est pas suffisamment politicien, il devrait pas répondre. Ah oui, il est complètement débile de répondre non à cette question. Je pense qu'il y a même des candidats de 2022 qui n'ont pas répondu à cette question, même à quelques mois de l'élection, qui ont fait genre non, en se disant oui, non, je vais attendre que ça soit sûr complètement que je peux pas être en tête à gauche. C'est très drôle. Comme Christiane Taubira, vous appelez à voter Mélenchon. Est-ce qu'on va avoir une oui ou non ? Est-ce qu'il va y avoir... Non, mais la question est oui ou non ? Non. Est-ce qu'il va y avoir une candidature commune où c'est possible ? Est-ce qu'il y aura une candidature unique de la gauche en 2027 ? Non. Mais je vous dis, avec deux candidats, on a encore des chances de se qualifier pour le deuxième tour. Donc en fait, vous seriez peut-être, moteur de cette désunion finalement, alors que l'ambition initiale est d'être dans l'union. Si on y va comme ça, vous n'aurez pas deux... Oh oui, Léa Chamboncel, oui. Oh merci, il y a une personne normale sur le plateau. Attendez, mais du coup, vous êtes pour la désunion ? Finalement, alors que l'ambition initiale est d'être dans l'union. Si on y va comme ça, vous n'aurez pas deux candidats, vous en aurez 5. D'accord ? La menace. Ah ouais ? Vous me contredisez ? 5 candidats de gauche, 10 candidats. On ramène Valls, Hollande, on ramène Cambadélis. 400 candidats de gauche. Peut-être un minimum, 5. Donc là, le sujet, c'est comment on fait pour qu'au moins, il y ait une chance d'accéder au deuxième tour. Et je ne sais même pas si une candidature unique est absolument souhaitable. Mais en revanche, il y aura... Attends, quoi ? Mais il vient de dire le contraire ! Il a dit il faut une candidature unique. Il faut un rassemblement. Mais attendez, mais ça pourrait être Mélenchon du coup. Ah bah non, là il faut plusieurs candidats du coup s'il y a Mélenchon. Ah c'est bizarre, c'est comme si le seul but c'était d'être anti-Mélenchon. C'est bizarre. Il y aura un match parce que Jean-Luc, il a sa légitimité issue de son score de la dernière fois et qu'il ne s'agit pas de contester. Et qu'en revanche, je dis en cas de deuxième... Attends, du coup sa position change toutes les 2 secondes. Mélenchon, il est légitime à se présenter parce qu'il a fait un bon score l'autre fois. Donc il est pour que Mélenchon se présente, mais du coup t'as besoin de faire pourquoi faire une primaire pour une candidature unique ? Du coup je comprends plus du tout ce qu'il défend. Une candidature unique si c'est la sienne ? Ah oui d'accord, oui.
tour, c'est la défaite assurée. Et il y aura match parce qu'il y aura un candidat issu de cette primaire qui aura 2 millions de personnes qui auront voté pour lui, en tout cas qui constitueront une base. Et ben ensuite, il y aura un match pour jouer les demi-finales avant de jouer la finale. On t'a interrogé en tant qu'initiateur et premier candidat à cette primaire. Maintenant, on aimerait aussi t'interroger sur le candidat à l'élection présidentielle. On te connaît... On t'a interrogé en tant qu'initiateur et premier candidat à cette primaire. Et maintenant, on va t'interroger en tant que candidat à la présidentielle. Attends, c'est extrêmement drôle de dire ça. Je crois que c'est un génie, Jean Massier, en fait. Attends, du coup, s'il est interrogé en tant que candidat, donc il a gagné cette primaire déjà, on est sûr. Jean Massier, là, il a juste dit, bon, venez, on skip le bullshit de faire gagner Ruffin à cette primaire. On sait qu'il gagne, voilà, il a dit, il va la gagner, c'est sûr. Ça me fait trop rire. Même sur Backseat, ils ont pas l'air convaincus. Non, il y a personne de chez Backseat est convaincu. Genre là, ils se disent, bon, allez, on a dit qu'on faisait l'émission Ruffin, où on faisait genre la primaire, c'était bien et tout, donc allez, on va le faire quand même. Il est en avance sur le script, ce con. Oui, c'est vraiment ça. Je pense que sa strat, c'est de s'imposer comme le candidat de l'après-Mélenchon. Comme il est nul et il a pas de buzz, il faut qu'il soit le candidat unique des perdants dans le but de se créer une légitimité pour les élections présidentielles suivantes. C'est ultra cynique et cringe, mais j'ai l'impression que ça flop encore plus. Genre, j'ai l'impression que leur truc de primaire va flop encore plus que la primaire populaire, non ? Genre vraiment, je vois pas comment ça marche. Qui croit à ça ? On te connaît, François Ruffin, on te connaît sur ton discours, sur les exclus de la société, t'es assez bien identifié dessus. On te connaît un peu moins bien alors que se pose la question en ce moment de la fin de vie, alors que des questions se posent sur les discriminations. C'est quoi ta candidature sur les questions sociétales ? Où est-ce que tu veux emmener la société ? Ouais, vous savez, la question, c'est pas soit tout seul comme président de la République, c'est quelles sont les forces sociales qui vont l'appuyer. Mais moi, je vais porter, comme c'était la 4e mesure, puisque moi, les 10 mesures, je les avais faites dans ma circonscription. La 4e mesure, c'était la fin des contrôles d'identité. Donc voilà, on pose une direction qui dit il n'y a plus de contrôle d'identité, il n'y a plus de demande de papier quand il n'y a pas de délit qui est constaté. D'accord. Ça, c'est une chose. Après, moi, je me positionne pour le changement de genre possible en mairie, sans avoir à passer devant un tribunal. Et j'ai pas de difficulté à dénoncer des choses qui sont pour moi des... Donc là, il se dit, ok, va falloir quand même que je revienne sur tous les renoncements que j'ai explicités ces dernières années, donc je vais dire non, en fait, je suis pour ça et tout. Mais du coup, si t'es d'accord littéralement avec le programme du NFP, le programme de LFI, bravo, t'es d'accord avec le minimum syndical du programme commun. Non, mais donc pourquoi faire une candidature séparée de celle de la France Insoumise si c'est le même programme ? Quel sens ça a ? À part faire perdre la gauche, quel est le but ? J'ai du mal en fait à avoir une vision globale et c'est pour ça que c'est bien de t'entendre. On est d'accord, pas d'accord. On a Jean-Luc notamment qui parle de Nouvelle-France, qui le théorise, qui l'explique. Toi, ta divergence avec LFI, ça a toujours été de dire, je te cite, les bourgs et les tours. Quand tu me parles de mesures sur les contrôles d'identité, je suis très content, je me suis encore fait contrôler lundi soir. Franchement, je serais le plus heureux du monde. But le problème est systémique, il est beaucoup plus grand que ça. Qu'est-ce que tu nous proposes comme modèle de... Moi, je propose je suis bonheuriste. Ça veut dire que je pense qu'il faut remettre le bonheur... Ok, il est finito, Ruffin, c'est finito. Finito, les gens. Vous me demandez concrètement mon programme et tout, qu'est-ce que je propose pour les Français ? Bah, je suis pour le bonheur, faut que les gens soient heureux. LOL ! Il faut remettre le bonheur en politique, les tours, les bourgs. Ah, Rima Hassan, non, problématique. Ah, il y a génocide à Gaza, non, il n'y en a pas. Voilà, on remet le bonheur en France. Allez, c'est bon, ça dégage. On va pas aller plus loin, de toute façon, je pense que ça va tourner en rond, ça va se branler sur les primaires. François Ruffin n'a pas de véritable programme, pas d'idée sur la fin du capitalisme, sur les guerres, pas de fond, non, il n'y a rien, c'est du vide. Mais c'est triste, parce que moi je me souvenais Ruffin en 2017 quand même, les discours à l'Assemblée ultra basés. Bonheuriste, il est fan de BPT et Mulch, bah oui, mais les gens, nous quand on dit il faut maximiser le bonheur, il y a concrètement des propositions derrière, tu vois. Vous pouvez être en colère contre Ruffin, mais dire qu'il n'est pas sur le terrain, c'est faux. C'est le contraire, c'est lui qui fait des documentaires et des films qui font des porte-à-porte. Ok, les gens... Quel est le rapport entre les critiques que j'ai fait et le fait qu'il a fait des films et des documentaires ? Quel est le rapport ? J'ai critiqué des points politiques spécifiques. Là, il est littéralement en train d'appeler à une primaire. Quel est le sens de le dédouaner pour tout ce qu'on vient de décrire là parce qu'il a fait des bons documentaires et des bons films ? Bah très bien, mec, qu'il fasse des bons films, des bons documentaires et qu'il arrête de nuire aux chances de victoire de la gauche, c'est tout. Mais Mulch, tu critiques quand un mec fait des trucs désastreux alors qu'il a fait des trucs bien à un moment. Bah oui, non, c'est parce que je veux qu'il continue de faire des trucs bien, qu'il arrête d'en faire des désastreux, voilà. Pas compliqué. Et quand il est sur le terrain, il fait des tracts différents pour les blancs et les noirs. Bah ouais, il fait littéralement du tractage racial et il l'admet en 4K à la télé. C'est catastrophique.